je vais d'abord remercier le directeur général de Subdeco et son équipe pour avoir organisé de manière minutieuse cette rencontre et dire que ça ne nous surprend pas, nous sommes dans la grande école. Et non pas uniquement la grande école, mais la Global Business School. Et c'est pourquoi nous avons aussi des invités. Et ces invités sont des invités de marque pour nous. Ce sont des invités de haute facture pour nous. Parmi ces invités, j'ai des connaissances de longue date. Et je les connais dans la persévérance, dans l'excellence, dans le travail, dans la rigueur, dans l'assiduité et dans la performance d'équipe. Donc, je ne suis pas aussi étonné de les rencontrer aujourd'hui, ce soir, dans ce webinaire. Je vais commencer par donner la parole à M. Cheikh Tidiane Samb, qui nous a réunis ici ce soir. Lui dire vraiment un grand merci pour avoir été vraiment à la base de toutes ces préparations et vraiment de manière très, très minutieuse, de manière très correcte et très, très pro, avoir diligenté jusqu'à aujourd'hui l'ensemble de ce processus, du point de vue de la communication, du point de vue des échanges, du point de vue de la gestion des spécialistes, du point de vue des intervenants et des panélistes, tout un ensemble d'actions et d'éléments de projets bien structurés et bien planifiés. Mais ça ne m'étonne pas, vous êtes un produit de Subdeco, vous êtes un excellent. Donc, Cheikh Tidiane Samb, vous avez la parole. Hello, merci beaucoup, Monsieur Gay. Merci pour cette présentation. Alors, je vous remercie à vous et je remercie nos intervenants qui ont bien voulu accepter d'animer ce webinaire et en même temps, les participants de ce webinaire, les spectateurs qui, à chaque webinaire, ils sont là, ils sont présents, ils sont actifs et on essaie ensemble de vraiment améliorer notre compréhension sur différents problèmes, notamment sur comment gérer cette crise du Covid-19. Mais j'aimerais juste dire, pour une expérience fluide, ce serait bien que les participants qu'ils éteignent leur caméra parce que la bandwidth, elle est un peu limitée et si on parvient à optimiser ça, ce sera bien pour une expérience, on va dire, fluide. Donc, les participants, merci d'éteindre vos caméras. Et sans plus tarder, je vais repasser la parole à Monsieur Gay, qui va modérer cette séance. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais d'abord faire un tour des spécialistes et des panélistes, leur donner chaque panéliste au moins 1 minute de présentation de sa propre, n'est-ce pas, personne et de son expertise et de ses compétences et de son domaine d'activité actuel. Je vais commencer à donner la parole à Mame Diaté. Moi, je dis toujours Mame Diaté. C'est difficile pour moi quand même de dire Mame Diaté Loum Doumbia ou bien Madame Doumbia. Tout simplement, je dis Mame Diaté, une amie à moi. Mame Diaté, vous avez la parole. Merci beaucoup, professeur. Je suis ravie de... Vous m'entendez bien? Oui. D'accord. Je suis ravie de vous retrouver dans ce webinaire. Merci à Subdeco pour l'invitation et j'espère être à la hauteur de vos exigences. Alors, je vais me présenter très rapidement. Donc, je suis Madame Doumbia Mame Diaté, directrice du cabinet Sen Talent, et j'accompagne les entreprises et les individus dans leur développement de compétences à travers notamment le coaching, la formation, mais aussi le conseil RH. Et effectivement, c'est de la problématique que nous allons aborder aujourd'hui, était d'actualité, mais c'est renforcé avec malheureusement la situation dans laquelle nous sommes, puisque qui dit télétravail dit un changement de paradigme et donc un changement de management. Et je pense que les compétences à la fois RH, comme vous l'avez dit, les compétences à la fois de coach et les compétences relationnelles du manager doivent être optimales pour pouvoir traverser cette crise et, Inch'Allah, parler d'après-Covid. Voilà.
Donc, le cabinet propose donc des formations, comme on le dit, en présentiel, mais et aussi à distance. C'est vrai que beaucoup de RH nous disaient non, le digital, c'est un peu compliqué, mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous amenés et forcés à proposer des formations à distance. Voilà. Merci beaucoup, comme toujours, à la place et à l'heure. Toujours percutante, toujours battante, toujours vraiment leader, toujours upfront pour accompagner les compétences dans le continent. Merci beaucoup, Mame Diaté. Je vais donner la parole à Madame Bahia Nar, s'il vous plaît. On va pas avant 20h, je pense. Madame Bahia Nar, s'il vous plaît. Allô? Je pense que pour l'instant, elle n'est pas encore là, donc vous pourriez passer à Madame Sorna Milo. Allô, donc, cher Tidiane nous dit en douce que l'une des panélistes est en préparation. Donc, nous allons passer à Madame Sorna Amilo, s'il vous plaît. Madame Sorna Amilo, vous avez le micro. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien même. Parfait. Donc bonjour, bonjour Monsieur Gaye, bonjour également cher Tidiane et Madame Doumbia. Ndiaté, si je peux me permettre. Donc avant tout, merci pour cette invitation, cher Tidiane. C'est toujours un plaisir de collaborer avec le groupe Subdeco. Merci également à toute l'équipe dirigeante, si je peux m'exprimer ainsi. Donc Sorna Amilo, professionnel RH avec un fort background en recrutement. Donc, j'évolue actuellement au sein du groupe Ringier. Donc, Ringier qui est un groupe média suisse qui est installé en Afrique depuis 6 ans et qui est présent dans 6 pays. Donc, Ringier exploite les plus grandes plateformes de petites annonces en Afrique. Je pense qu'au Sénégal, on est plus connu sous le nom de Expat Dakar. Donc, Expat Dakar qui est la première plateforme de petites annonces au Sénégal, donc, où on peut tout acheter, tout vendre tout simplement. Voilà. Donc, j'ai été RH, donc responsable RH de Ringier en soi au Sénégal pendant 3 ans. Puis, du fait de mon passif en tant que recruteur, je vais dire ça comme ça. Donc, je suis en charge des projets de développement des activités d'emploi. Donc, c'est par le biais donc, de recrutement via l'agence de African Talent Company, TATC, et également par la promotion des petites annonces d'emploi sur le site de Expat Dakar. Récemment, on a fusionné, je dirais, ces deux activités-là sous Expat Dakar Jobs, donc, dont je suis à la charge, mon équipe et moi. Donc, on accompagne d'une part les entreprises dans leur processus d'acquisition de talents par le biais des missions de recrutement, mais on leur permet également de donner plus de visibilité à leur offre d'emploi. Donc, ils vont être accessibles aux chercheurs d'emploi qui peuvent candidater directement sur le site. Voilà de manière disons ramassée. Et c'est un plaisir pour moi de participer à ce webinaire aujourd'hui qui touche un thème relativement délicat, un thème que beaucoup d'entre nous ne connaissaient pas, qui est le thème du télétravail avant la crise, avant cette pandémie. Thème qui tombe à pic, dans le sens où, à mon avis, il est temps qu'on digitalise certains processus. Il est temps qu'on commence à favoriser le télétravail ou le résultat par rapport au présentiel. Donc, nous aurons l'occasion d'en débattre un peu plus longuement par la suite. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sorna Ami. Tout d'abord, un petit coucou à Mapenda, de la part d'un petit frère et d'un grand frère aussi. À Mapenda Diop, à Expat Dakar et à l'équipe.
Un petit coucou. En dehors de ça, donc dire que nous sommes très ravis de vous recevoir sur ce plateau de haut niveau avec vraiment la participation d'exécutifs de tous ordres, des banques, de la finance, du tourisme, de la pêche, de la logistique internationale, de l'aéroportuaire, du transport des terrestres et maritimes et tout le monde. De grands spécialistes sont avec nous ce soir. En plus des coachs et des experts, RH, recrutement, montée en compétences, leadership et tout. Merci beaucoup à l'audience aussi et aux téléspectateurs qui sont avec nous ce soir. Donc, sans tarder, nous allons déjà vraiment descendre dans notre thème. Et là, il y a un modus operandi. Je vais quand même commencer par toucher avec vous les concepts, qui sont des concepts de manière générale, avant de descendre de manière très, très fine sur la question qui nous réunit cet après-midi. Alors, je commence par Mame Diaté. Mame Diaté, qu'est-ce qu'une RH digitale? Vous avez raison de poser cette question du qu'est-ce que le RH digital, parce qu'on a vraiment l'impression que le RH digital est une notion assez simple et qu'il suffit juste de glisser sur les outils pour pouvoir manager, pour pouvoir accompagner ses équipes. Mais en fait, le digital va nous forcer et va nous sortir de notre zone de confort. Donc, en tant que coach, je vais aborder plutôt cette dimension-là du fait que la situation aujourd'hui que nous vivons et la situation normale de télétravail nous fait sortir de notre zone de confort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va impliquer et impacter notre façon de travailler au quotidien. Malheureusement, le changement pour l'individu, ce n'est pas chose facile. Il y a des personnes qui ont vraiment cette capacité à changer rapidement, à tout de suite rebondir, faire preuve de résilience pour avancer. Mais malheureusement, pour certains, ils doivent passer par différentes étapes, par différentes émotions, avant de pouvoir revenir à leur toute capacité. Donc, le manager digital doit justement veiller à ce que ces risques psychologiques qui sont liés au stress, qui sont liés au changement, qui sont liés à ce manque de confiance, à la pression qu'on peut vivre de travailler tout seul de chez soi, c'est de veiller à ce que ces équipes puissent retrouver leur capacité, puissent retrouver leur marque et puissent trouver une autre organisation pour atteindre les objectifs qui sont définis. Donc, avec cette dimension-là de risque, le manager doit se positionner plus en tant que coach que manager. Le RH doit se positionner plus en tant qu'accompagnateur plutôt que RH pur en tant que gestionnaire. La deuxième chose qui est importante lorsqu'on est manager digital, c'est que nous devons veiller à ce que tout le monde soit à l'aise avec cette nouvelle notion. Même si nous savons utiliser l'ordinateur, etc., la situation fait qu'on se retrouve avec des problèmes de connexion. On a les enfants qui sont là, qui nous dérangent dans notre travail ou qui veulent participer. Nous avons le stress ambiant, la capacité de gérer la vie personnelle, la vie professionnelle qui va s'embarquer dans notre travail. Et le manager doit veiller à ce que son collaborateur puisse retrouver un équilibre, puisse retrouver une sérénité pour atteindre l'objectif. Merci beaucoup, Mame Diaté. Je vais donc me déplacer vers Sokhna Amy Lo pour essayer de savoir est-ce qu'elle est d'accord avec vous sur l'ensemble de ces éléments d'argument que vous avez mis devant, ou bien qu'est-ce qu'elle apporte de nouveau là-dedans dans une perspective critique. Sokhna Amy, vous avez la parole. Qu'est-ce que la RH digitale? Alors, donc je suis en partie d'accord avec Diaté. Ce que je rajouterais en fait, c'est que le digital, c'est aussi une question de mindset. D'accord? Donc, les outils, comme elle l'a dit, tout le monde peut apprendre à utiliser un outil. Mais est-ce qu'on est digital dans la tête? Il faut se remettre dans un contexte où la plupart des personnes aujourd'hui qui évoluent ou qui se veulent digitaux plutôt, sont des jeunes, d'accord, de la génération X et également de la génération Y et même de la génération Z, qui ont une manière de penser très différente. Donc déjà, être une RH digitale, ce serait de rompre avec
les anciennes pratiques RH, d'être beaucoup plus moderne, beaucoup plus flexible, d'accord, beaucoup plus agile par rapport à la démarche. Ce serait avant tout de comprendre déjà quels sont les besoins des personnes que j'ai en face, de ces jeunes aujourd'hui qui, au final, ont des compétences très transversales qu'il faut savoir retenir. Donc, c'est de les comprendre, de savoir répondre à leurs besoins, d'accord, et de derrière mettre en place les outils pour pouvoir les accompagner. Donc, ce n'est plus seulement être une RH gendarme qui est là pour faire respecter le règlement intérieur, voire également qui est à l'heure, qui est en retard, mais c'est plutôt quel accompagnement. Comment je fais pour retenir, pour fidéliser les talents qu'on a en interne? Comment on fait pour les faire monter en compétences de sorte à ce qu'ils aient envie de rester chez nous parce qu'ils pensent avoir encore des choses à apprendre. Donc, c'est une RH à l'ère du temps, c'est une RH à l'ère du digital et c'est une RH qui est très flexible, autant dans ses actes que mentalement. Voilà. Merci beaucoup, Sokhna Ami. Donc, je vois qu'il y a des éléments de convergence sur les attitudes d'abord, sur les attitudes et les comportements, mais quand même, il y a des éléments que moi, j'attendais et je vais d'ailleurs y revenir avec vous avant de passer à d'autres éléments. C'est l'ensemble des éléments qui sont liés à la réglementation RH. La RH digitale, ce n'est pas plus uniquement que les attitudes et les comportements, mais qu'en est-il maintenant de la RH digitale dans la perspective de l'organisation? Comment l'organisation doit préparer l'ensemble des éléments du point de vue processus, n'est-ce pas, réglementaire, du point de vue texte, du point de vue acte, du point de vue, n'est-ce pas, directive vers ces RH-là, et comment mettre tout ça en musique pour arriver à une bonne performance d'équipe. Donc, je reviens et je recommence donc en disant à Mame Diaté, face à cette situation, et quelle est la place de l'organisation face à une RH digitale? Je ne peux pas encore entrer dans la situation normale ou de crise, mais c'est la disposition organisationnelle, le processus organisationnel, la prise en charge de cette RH digitale. Que pensez-vous? Effectivement, on s'est rendu compte, malheureusement, au moment de la crise qu'on a vécue, que les réglementations intérieures, le Code du travail n'avait pas structuré l'éventualité du télétravail. Beaucoup d'entreprises, attention, au Sénégal, proposaient déjà du télétravail à leurs employés. C'était 2 jours par semaine où on avait réglementé les horaires, les disponibilités. Mais beaucoup d'autres entreprises, que ce soit des très grandes entreprises ou les PME, n'ont pas réglementé le télétravail. Donc, on se retrouve avec des failles en termes de, comme vous l'avez dit, de processus, de réglementation et de responsabilité. Je prends un exemple qu'un de mes clients m'a présenté. Il me dit, j'envoie mes collaborateurs en télétravail, mais si par exemple mon collaborateur décide d'aller faire des courses, il lui arrive quelque chose sur le trajet, est-ce que c'est considéré comme un accident de travail? Tous ces éléments-là, en fait, il y a eu un manque, il n'y avait pas du tout de réponse. Et c'est là, heureusement, les inspecteurs du travail et le ministre du Travail ont très bien réagi et ont tout de suite donné des réponses opérationnelles. Parce que c'est ce qui bloquait beaucoup d'entreprises à l'envoi et au développement du télétravail, parce qu'il y avait un risque et il n'y avait pas de responsabilité bien définie. La deuxième chose, c'est le processus. Le processus, j'allais dire, c'est au manager, c'est au RH et à l'équipe de définir le cadre. Comment nous allons travailler? Quel est le moment de réunion? Comment nous allons remonter les informations? Quelle va être la forme et la fréquence des reportings? Tous ces éléments-là doivent être définis ensemble, je pense, entre manager et son équipe, avec ses collaborateurs, pour pouvoir identifier la manière dont nous allons organiser différemment notre travail. Parce que sinon, le manager va se retrouver soit avec beaucoup de sollicitations, avec beaucoup d'informations qui vont être envoyées qui ne sont pas forcément utiles pour le contrôle de l'activité. Et les collaborateurs, eux, vont se retrouver face à un gouffre en se disant
mais on n'a plus les points de réunion, j'ai plus l'interaction que je pouvais faire au manager en tapant à sa porte et en venant lui poser des questions ou en venant lui confirmer la façon dont je travaille. Et donc, il y a une perte de repère. Et c'est à ce moment-là où, lorsqu'on dit au manager qu'il doit être maître du process, quand on est dans le digital, c'est 100 fois plus important. Il doit mettre le cadre, il doit expliquer le comment, le pourquoi et surtout définir les objectifs SMART. Si on n'arrive pas à définir les objectifs SMART, on ne va pas savoir en fait comment nous allons travailler, à quel rythme, de quelle manière, et donc on va se retrouver dans une situation assez complexe et la performance, bien sûr, va être impactée par ce manque d'organisation et ce manque de process. Voilà. Mais donc, avant d'aller à Sokhna Ami, Oui. j'aurais aimé qu'on continue dans la même lancée avec vous de ce pas, en disant maintenant, nous sommes dans une organisation, ça veut dire que nous avons des projets ensemble, nous avons une stratégie à porter, il y a des projets à porter ensemble, mais quand est-ce que maintenant on va parler de l'équipe, maintenant, une équipe digitale qui a vraiment l'ensemble des éléments. Et le management d'équipe arrive à ce niveau-là, on quitte l'individu pour aller vers le groupe. Quel type de stratégie, quelles approches, quel comportement, quel process et quelles attitudes, Mame Diaté? Alors, justement, lorsqu'on est en digital, on a ce sentiment-là d'être seul au monde, malgré les connexions, malgré les réunions, malgré les échanges, les mails. En fait, on oublie, lorsqu'on est dans le digital, qu'on perd le lien social, qui est très, très important dans la cohésion d'équipe. Je discutais avec un manager qui me disait, mais non, moi, j'ai pas de souci de cohésion, j'ai pas de souci d'accompagner mes équipes parce qu'on est au téléphone en permanence, on est en mail en permanence. Je lui ai proposé de poser la question à ses équipes. Et lorsqu'il a fait une réunion en leur posant la question, est-ce que selon vous, le digital a impacté la cohésion d'équipe, la moitié a effectivement avoué qu'il y avait beaucoup d'interactions, mais c'était uniquement sur le travail. Lorsqu'on est en digital, lorsqu'on on fait du travail à distance, le manager ne doit surtout pas oublier de créer cette cohésion. Je pense que beaucoup l'ont vu sur le net, où vous voyez des équipes, avant de démarrer leur réunion de travail, présenter les enfants. On fait une réunion où aujourd'hui, l'introduction sera de présenter les enfants. Donc, chaque collaborateur présentait les enfants étaient rassurés et les embêtaient plus, c'est aussi intéressant. Et on a vu des managers décider d'organiser le lundi matin des séances de sport. Tout ça, c'est des petits éléments qui vont permettre de garder cette cohésion d'équipe et surtout de se recentrer sur les valeurs communes. On a tendance, lorsqu'on est dans le digital, à toujours être focus, travail. Le manager ne prend même pas le temps, en début de réunion, de demander comment vous allez. C'est très simple, c'est une question très simple, mais demandez comment vous allez. Le manager aussi ne doit pas oublier de faire le point en collectif, mais aussi en individuel. Les deux sont importants pour développer la cohésion. Et il doit rappeler les valeurs communes qui crée cette cohésion, qui crée ce socle commun entre les équipes. Si par exemple la valeur de l'équipe, c'est l'échange, c'est la communication, c'est le respect, le manager, surtout le manager, doit veiller à ne pas déborder par exemple sur les heures de travail. Si par exemple je prône la valeur de mon équipe, c'est le respect, je dois valider que je ne dérange pas mon collaborateur, je dois valider qu'il n'est pas dans son temps de famille, je dois valider que je ne perturbe pas son organisation. Donc je pense que tous ces éléments-là vont aider le manager et l'équipe à garder cette cohésion, même si elle est à distance, mais la cohésion est toujours là, en se focalisant effectivement sur le travail, mais aussi sur l'humain. L'humain doit revenir au centre de tout et le manager doit veiller à ce qu'on ne soit pas uniquement des éléments d'information, mais qu'on ait des collaborateurs et surtout un membre d'une équipe. Excellent, Mame Diaté. C'était un très grand plaisir toujours d'échanger avec vous. Quand on se voit dans les coulisses d'hôtel ou entre deux avions, ça a été toujours la même chose. Ça débat, ça continue. Ça ne s'arrête jamais.
Donc, je vais continuer. Donc, merci beaucoup. Je vais continuer avec Sokhna Ami. Sokhna Ami, donc, Mame Diaté est revenu sur la RH digitale en tant que telle et l'équipe digitale de manière beaucoup plus en perspective avec des éléments forts, dont le lien social, ce qui est très important dans la cohésion d'équipe, n'est-ce pas, qui n'est pas uniquement lié aux objectifs qui sont fixés par les managers. Le rappel important des managers, n'est-ce pas, des valeurs communes d'organisation pour cimenter l'équipe, la culture d'entreprise et ramener l'homme au centre de tout le dispositif organisationnel, et c'est important. Est-ce que donc, Sokhna Ami, pouvez-vous nous dire qu'est-ce qu'une RH digitale et glisser après nous expliquer mieux qu'est-ce que nous avons dans l'équipe et le management d'équipe digitale dans un contexte de télétravail? D'accord. Alors, je pense que Mame Diaté a quand même voilà, anticipé en tout cas beaucoup de choses que j'avais en tête. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'au Sénégal, je parle du Sénégal en particulier, il y a le digital est arrivé ces dernières années, ce qui fait que en termes organisationnels et en termes de droit du travail, on est encore un peu derrière en fait, parce qu'on n'avait pas prévu tous ces changements-là. L'organisation principale, donc au-delà de la réglementation légale, l'organisation principalement va se faire en entreprise. Certaines entreprises vont être plus ouvertes, plus flexibles. Je parlerai beaucoup de flexibilité, hein, parce que pour moi, digital égale flexibilité. Donc, les entreprises doivent être beaucoup plus flexibles en fait dans leur organisation. Donc, même par rapport à la prise de décision très rapide, hein, qu'elle soit une décision ascendante ou de manière descendante, la prise de décision doit être très rapide et la machine huilée de sorte à ce que les informations ne stationnent pas en fait. D'accord, que chaque personne, le RH y compris, d'accord, puisse avoir les informations en temps et en heure, les informations essentielles. Déjà, l'accès facile à l'information permet en fait de fluidifier les relations et de fluidifier l'organisation du travail. Et la RH serait au centre, le ou la RH, bien entendu, serait au centre de cette organisation-là pour voir est-ce que les managers sont bien équipés pour pouvoir mener à bien leur mission, donc qui sont plutôt de gérer les équipes et de développer leur productivité, mais également aussi est-ce que les salariés ont ce qu'il leur faut pour pouvoir répondre aux besoins de l'entreprise et atteindre les objectifs fixés. Donc, nous, en tant qu'entreprise digitale, disons qu'on compte plus sur une organisation interne, sur une organisation groupe que sur le droit du travail. Je ne vais pas dire qu'on se substitue à la réglementation, mais en tout cas, voilà, sur les éléments de base. Bien entendu, on se base dessus, je vais me répéter, mais par contre, c'est une organisation beaucoup plus interne qui est propre à l'entreprise, qui est propre à un domaine. Donc, cette organisation interne-là, qui était déjà bien huilée avant la crise ou avant même qu'on commence à parler de télétravail, nous a facilité les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en télétravail, mais le travail continue parce que tout se passe en ligne. On a les outils qu'il faut. On travaille principalement avec nos ordinateurs. Il suffit d'avoir une bonne connexion Internet pour que les activités continuent. Ce qui a changé et ce que Mame Diaté disait, c'était ce lien social-là que je dirais qu'on l'a. Je ne dirais pas qu'on ne l'a plus, mais en tout cas qu'on a moins. Donc, pour pallier à cela, par exemple, on a des points ou des calls quotidiens 2 fois par jour. Donc, le matin, par équipe, hein, on se retrouve sur Hangout pour discuter un peu du programme de la journée. D'accord, pour maintenir le lien et surtout la vidéo est obligatoire parce qu'il est important en fait que les personnes ne se sentent pas isolées. D'accord, donc il y a une séance vidéo qui est faite le matin, c'est une séance de 10 ou 15 minutes et en fin de journée également. Et surtout, les managers se rendent disponibles toute la journée. Nous, on respecte les horaires de travail, 8h30, 16h30. Donc de 8h30 à 16h30, on est devant nos ordinateurs et on se tient disponible pour les équipes. On fait également des follow-up meetings, j'ai appelé ça comme ça, toutes les 2 semaines ou tous les mois, parce qu'on est en télétravail maintenant depuis la mi-mars. Donc, toutes les 2 semaines,
on se fait un call, mais on ne parle pas de travail. On prend juste le temps de discuter, de prendre des nouvelles, de voir qui a pris des jours, qui allait chez le coiffeur, etc. On rigole et on voit que ça fait du bien aux gens. Ça leur permet en fait de se rappeler qu'on est encore entre collègues, de se rappeler qu'il y a encore des moments de pause et cela nous aide énormément dans le télétravail. Donc, pour conclure par rapport à tout ça, là même, je pense, où le socle même de la digitalisation aujourd'hui, c'est une organisation en interne. Ce qui est valable pour Expat Dakar ne l'est pas, par exemple, pour une entreprise de la logistique, qui est dans le domaine de la logistique. Parce que tout simplement, ce sont des métiers qui ne se prêtent peut-être pas encore à 100% au télétravail. Par contre, quand on est dans de la formation, quand on est, par exemple, sur des plateformes web, etc., les choses deviennent plus simples. Voilà. J'espère avoir en tout cas répondu à la question, M. Gaël. Ben, merci beaucoup en tout cas, Sokhna Ami. Nous sommes satisfaits. Vraiment, le plus important pour nous, c'était de revenir sur le concept de télétravail en situation normale et la situation de télétravail en contexte de crise. Vous l'avez brossé rapidement. Mais maintenant, moi, je vais glisser avec vous avant de revenir à Mamdiaté pour rester quand même sur Expat Dakar un peu. Vous avez une expérience, c'est un cas. Vous avez vécu le cas Expat Dakar qui fait vraiment de l'e-commerce et qui est maintenant connu dans le pays et dans la sous-région et dans le monde dans ce qu'il fait de très bien actuellement. S'il y a une maîtrise d'un certain nombre de process. Il y a une partie qui se fait en digital. En dehors du fait d'aller livrer, il y a d'abord à ficeler la commande, à vérifier la livraison, à vérifier les adresses, à vérifier les paiements, à vérifier tous ces éléments-là. Dans un cadre pareil où vous êtes vraiment dans le recrutement et vous accompagnez des talents dans le e-commerce, quels sont les défis que vous avez en situation normale et actuellement comparés à une situation de crise à Expat Dakar dans le cadre du commerce digital, par exemple, le développement que vous faites? Alors, juste pour clarifier, il y a un petit amalgame. Alors, nous, Expat Dakar, nous sommes en fait une plateforme de petite annonce, c'est-à-dire que nous n'intervenons pas vraiment dans la vente. Donc, nous n'avons pas de processus nous n'avons pas de flux logistique, nous n'avons pas non plus de stock. Notre plateforme permet plutôt de mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Ce qui fait que ça soit en temps normal ou de manière générale, le processus de ce côté-là ne change pas. Par contre, si je reviens vraiment au recrutement, le défi en fait auquel on est confronté au quotidien, c'est bien entendu la mise en contact entre les entreprises et les chercheurs d'emploi. Donc, en fait, c'est de trouver tout simplement le bon chercheur d'emploi ou le bon talent pour l'entreprise et conformément à son besoin. Donc, on fait des recrutements en général, des recrutements physiques, souvent des recrutements au téléphone également, des recrutements sur Skype lorsque les personnes ne sont pas sur place. Donc, ça, c'est en temps normal. Maintenant, ce que la crise a changé ou ce que cette pandémie a changé, c'est ce contact en fait que nous n'avons plus. On n'a plus ce contact-là direct avec les clients. Quand je dis les clients, ce sont les entreprises qui recrutent. Nous n'avons plus ce contact physique-là également avec les candidats. Et cela peut poser problème par moment parce que le contact humain, le contact physique est important dans un processus. Ça permet un peu de jauger, de voir comment est-ce que la personne, elle réagit, d'entrer vraiment en fait dans certains détails par rapport à sa posture, à sa manière de parler, à sa manière de réagir, à des tics, etc. Et aujourd'hui, lorsqu'on est 100% digitalisé, ou lorsque le processus de recrutement est 100% digitalisé, c'est ce qu'on a du mal à percevoir. Donc, on est obligé de faire des entretiens à deux, d'accord, pour que lorsque une personne est en train de poser des questions, d'accord, est en train d'écouter ou de prendre des notes, l'autre personne est en train d'observer la personne. On le fait également de manière générale lorsque c'est un entretien physique, mais là, c'est encore plus accentué. Alors, de pouvoir regarder comment est-ce que la personne réagit, comment est-ce qu'elle fait, etc., mais aussi de pouvoir pallier à ce manque de contact, comment dirais-je, en mettant à l'aise la personne, en lui montrant que
c'est tout à fait sérieux, hein, c'est aussi sérieux que si on s'était vu. Le processus est le même, d'accord, en rassurant aussi le client en lui disant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas vu cette personne qu'on n'est pas capable de vous dire que cette personne, qu'on n'est pas capable de vous dire qu'elle matchera avec votre besoin. Voilà, donc il y a beaucoup il faut, comment dirais-je, il faut, quel est le terme? Il faut rassurer, voilà, rassurer et le candidat et rassurer le recruteur, d'accord, en leur montrant que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de contact physique que le recrutement va en pâtir. Merci beaucoup, Sokhna Ami, vraiment de nous avoir permis aussi d'avoir eu la chance avec vous de descendre sur le cas d'Expat Dakar. Alors, ceci nous a montré quand même qu'il y a différentes facettes dans quelque chose comme la mise en relation. Parce que dans la mise en relation, s'il s'agit d'un recrutement, vous avez parlé toujours de cet aspect du contact physique qui est important, à regarder les comportements, à regarder les attitudes, n'est-ce pas, du demandeur d'emploi, c'est important. Donc, c'est la dimension humaine qui revient au galop. Donc, ce n'est pas toujours la machine qui est là, mais l'homme a toujours besoin d'être en confiance, d'être, n'est-ce pas, dans une certaine sympathie, pas une empathie, mais une certaine sympathie avec la personne humaine qui est devant vous. Et je pense que cet élément-là est difficile à retrouver dans le télétravail, dans le digital, dans les RH digital, dans les managements d'équipe. Merci beaucoup. Je pense que nous avons bouclé la RH digitale. J'aimerais juste, du coup, M. Gay, excusez-moi, rajouter, donc pour revenir hein, au métier initial d'Expat Dakar, on a beau être une plateforme 100% digitale, on aurait pu tous, bien avant la crise, hein, continuer à travailler de chez nous parce que tout se fait par ordinateur, mais on a encore des locaux avec une quarantaine de personnes et des clients qui viennent toujours et qui tiennent à venir toujours au comptoir, à venir directement au bureau pour pouvoir payer le forfait qu'ils achètent pour mettre des annonces en ligne. Alors que ces forfaits-là peuvent être achetés directement en ligne. Ils peuvent aller directement sur Internet et acheter leur forfait, poster leurs annonces. Donc, en fait, on peut rester 1 an sans se voir, mais il y en a, une bonne partie d'ailleurs, qui tient encore à venir jusque dans nos locaux, à s'asseoir avec nous, à discuter et à payer par espèce ou même par chèque ou même par Orange Money. Mais ils veulent quand même venir sur place pour dire que c'est une manière pour eux de se rassurer, c'est une manière pour eux de se dire, OK, je ne travaille pas avec une machine. C'est une manière aussi pour eux de se dire, j'ai quelqu'un qui est là pour moi, pour m'aider, pour m'accompagner. Merci beaucoup pour cet élément important, effectivement, de complément par rapport à votre argumentaire. Moi aussi, je pense que cet aspect RH, n'est-ce pas, digital, est bouclé. Maintenant, je veux vraiment revenir à ce que j'avais commencé à faire en ayant vraiment une question maintenant, une question centrale pour nous. Le management d'équipe demande un certain nombre d'éléments. Et vous savez qu'une équipe, c'est tout un ensemble de valeurs, c'est un ensemble de planification, d'organisation, c'est des résultats à atteindre, c'est aller ensemble vers la vision de l'entreprise. Il y a des entreprises qui gagnent, mais il y a des entreprises qui perdent, que ce soit en situation normale ou en situation de crise. Actuellement, nous sommes en situation de crise, mais il y a des équipes qui gagnent, il y a des équipes qui font des milliards de dollars actuellement en situation de Covid-19, au moment où d'autres sont en train d'aller en faillite et de tomber parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter et à aller de l'avant. Je pose la question à Mme Diaté, donc, dans ce cas, quelles attitudes de leadership, quelles sont les smart, les soft skills qu'il faut développer au niveau de ces équipes RH en tant que spécialistes pour les amener à la performance et à l'atteinte des résultats pour aller alimenter la vision, selon vous? Effectivement, vous avez tout à fait raison. Lorsqu'on est en situation de crise, on ne doit pas tout réinventer. On doit justement développer et accentuer certaines compétences soft skills. La première que j'allais vous donner, c'est de mieux se connaître en tant que manager et de connaître ses équipes. Si on ne l'a pas fait avant, ça risque d'être très compliqué. Pourquoi? Parce que le manager est en situation de crise, situation sanitaire. Il y a un stress qui est lié au travail
qui est lié au risque que je fais prendre, par exemple, à mes enfants, à ma famille, et qui est lié à justement l'atteinte des objectifs. Parce que certains managers se disent on ne va jamais y arriver, si on est à distance, on ne va jamais y arriver. Mais il faut savoir que le manager, s'il ne prend pas conscience de ses propres limites et sur quoi il doit travailler, il risque en fait d'impacter négativement ses équipes. Donc, comment se connaître? C'est déjà la première chose, très rapidement, c'est de se dire, est-ce que moi-même, j'identifie mes émotions? Est-ce que je suis consciente que que cette situation m'amène à être un peu plus stressée, à parler plus rapidement, à être un peu plus sec dans ma communication, à paniquer tout simplement, et d'identifier chez mes collaborateurs dans quelle émotion, dans quelle situation ils se trouvent. Pourquoi? Parce que sinon, ma communication, mon management va être complètement biaisé, puisqu'on parle de management adapté. On doit s'adapter à la personne au moment où on s'adresse à elle. Si je prends un collaborateur qui, lui, est très à l'aise avec le travail à distance, au contraire, ça lui permet de développer ses compétences et d'atteindre sa performance, je pourrais avoir une communication, même si elle est maladroite, ça va passer. Et comme vous venez de l'indiquer, monsieur professeur, il doit faire preuve d'intelligence émotionnelle. Exactement. Il doit adapter la gestion de son émotion, l'émotion des autres pour en tirer le meilleur. Si j'ai un collaborateur qui est paniqué, ça ne sert à rien de lui donner des objectifs, ça ne sert à rien de lui demander d'être performant, il est sur son émotion. Donc là, encore une fois, le manager doit développer sa compétence de coach. Donc ça veut dire qu'il doit avoir cette compétence-là, sa compétence de coach pour aider le collaborateur à venir à des émotions beaucoup plus positives. Et après, c'est bien après, qu'on arrive à l'amener à atteindre ses objectifs. La deuxième compétence qu'il faut développer et maîtriser, c'est la communication. Moi-même, je vous le dis, en tant que coach, en tant que manager, j'ai fait une erreur de communication. Parce que je suis pas forcément, pour moi, c'était la vidéo, c'était quelque chose d'intrusif. Parce que je l'ai proposé à ma collaboratrice, elle a refusé une première fois, deuxième, donc je me suis dit peut-être qu'elle n'est pas forcément à l'aise avec la vidéo. Mais le problème, lorsqu'on n'a pas la vidéo et qu'on n'est pas en contact, on est uniquement au téléphone ou par mail, c'est qu'il nous manque une partie de la communication. Et donc, la communication peut très mal passer, ou elle peut être mal interprétée par ses collaborateurs et créer des situations conflictuelles. Donc, mieux se connaître ses équipes, développer sa communication et surtout, la dernière, c'est faire preuve de leadership. Le manager qui n'est pas leader dans ce contexte-là, ça va être une catastrophe. Pourquoi? Parce que dans le leadership, il va trouver, les collaborateurs vont trouver dans son leadership les moyens de se ressourcer, de se motiver et de développer son engagement. Si le manager lui-même est perdu, ne fait pas preuve de courage, n'accompagne pas, ne tire pas vers le haut justement ses équipes, dans ce cas, on risque de se retrouver avec des équipes qui vont être complètement perdues, qui vont peut-être pas oser le dire, hein, attention, qui vont pas oser le dire et qui vont rester dans une panique et une peur qui va amener l'équipe à ne pas être performante. Dernière des choses, le manager doit faire preuve d'écoute active. Cette compétence, s'il ne l'a pas apprise, il doit faire une formation accélérée pour pouvoir le faire. Pourquoi? Parce que les collaborateurs n'auront pas forcément soit le courage, soit la possibilité, ou soit l'honnêteté de dire, alors attention, là, je ne me sens pas bien. Vous avez des personnes qui ne vont jamais vous dire que le télétravail, ça ne leur va pas, qu'ils sont perdus, qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils sont en stress. Donc, c'est au manager d'être vraiment en écoute active, en écoutant, en observant. Et je rejoins ce que Sorna disait, lorsqu'on est à distance, il nous manque une partie de la communication. Donc, le manager, il doit veiller à toute chose. Si, par exemple, le collaborateur arrive systématiquement en retard aux réunions, je note.
Je prends note. Si le collaborateur est toujours en train de rechercher des excuses pour ne justifier le fait qu'il n'ait pas atteint ses objectifs, je prends note. Si le collaborateur diminue sa performance, parce que vous avez des collaborateurs qui étaient très bons en présentiel et à distance, il y a une panique. Le manager doit veiller à ces signaux-là, travailler avec son équipe ou le membre de son équipe pour savoir en quoi il peut l'aider à dépasser cette difficulté et enfin parler d'objectifs. Si le manager ne développe pas ses compétences, je pense qu'il va perdre son équipe et surtout son équipe va diminuer sa performance par un manque de motivation, par un manque d'engagement et le manager devra s'en mordre les doigts parce que c'est à lui aujourd'hui de reprendre les choses en main, de veiller à son équipe et d'adopter vraiment cette posture de leader, cette posture de coach. Voilà. Merci beaucoup, Mme Diaté. Aujourd'hui, vraiment, j'ai reçu mon cours de Dale Carnegie à Ken Blanchard et à Denis Christol. Je suis vraiment revenu dans la capsule de leadership avec Mme Diaté ce soir. Et j'aurais aimé savoir la démarche maintenant que nous allons adopter, parce que c'est important dans la modération. On devait donner la parole il y a de cela 7 minutes à l'audience. Moi, je pense qu'il faudra tout juste prendre note avec le tableau de la conversation de la réunion à droite. Il y a des questions qui sont posées. Je vais y revenir un peu. Mais ce qui est important, c'est de prendre note par rapport à ces questions-là. Alia nous dit, je voulais me rassurer d'un certain nombre de choses. Il a dit, permettez, quels sont les moyens mis en œuvre pour les entreprises pour que les plateformes qui gèrent la situation soient encore performantes et autres. Il y a des questions. Quelles sont les astuces que vous donnez à un manager qui veut s'assurer de maintenir une productivité optimale en situation de télétravail avec Chef Samb? D'accord? Il y a Ba qui nous dit, ma question est la suivante, est-ce qu'aujourd'hui la législation a bien encadré le processus de télétravail? C'est important. Les procédures réglementaires, j'en ai parlé dès le départ. Donc, Mme Diaté nous a bien dit que le manager doit avoir un certain nombre d'attitudes dans l'intelligence émotionnelle, dans l'écoute active, dans le savoir communiquer. Mais il a cité un élément extrêmement important, mieux se connaître et connaître ses équipes. Pour ce faire, il faut de l'empathie. Il faut aller regarder et chercher à l'intérieur maintenant, pour vraiment maîtriser ce qui se passe. Bien sûr qu'il y a des objectifs, mais nous sommes dans un environnement familial. Il y a un ensemble de problèmes privés qui se greffent autour de ce télétravail-là. Donc, attention aux impacts et externalités négatives sur les équipes par rapport à ces éléments-là. Et comment faire? Comment faire? Je pense que c'est là que je vais revenir et je vais poser la question à Sokhna Ami. Quel type de leadership dans ce cas il faudra à ce manager, à ce directeur général, à ce directeur de service pour mettre la bonne musique autour de son équipe pour que les résultats soient atteints et que tout le monde soit dans le bien-être, avec tout le trust management qu'il y a là-dedans, parce qu'il faut quand même beaucoup de légitimité, beaucoup de loyauté dans la distance. Une personne qui est dans la distance peut être indépendante, mais ne pas être autonome pour servir et faire autre chose. Donc, quel type de leadership, dans la perspective du manager, comme dans la perspective de l'employé? Qu'est-ce que vous en pensez, Sokhna Ami? Alors, Monsieur Gaye, vous avez parlé d'une chose très importante et qui, pour moi, aujourd'hui, est à la base du télétravail, c'est la confiance. C'est la confiance. Lorsqu'on n'a pas confiance en ses salariés, on n'aura jamais l'esprit tranquille, surtout pas en cette période. Trois choses. Je vais parler de trois choses principalement. Je vais parler de la confiance. Je vais parler de responsabilisation, d'accord? Et je parlerai en troisième lieu de contrôle ou de suivi. Je n'aime pas le mot contrôle. Je vais dire suivi. Donc, la confiance, pourquoi un manager doit avant tout avoir confiance en son équipe. Lorsqu'on sait qu'on peut avoir des points morts dans l'équipe, mais lorsqu'on ne sait pas comment organiser son équipe, lorsqu'on ne sait pas qui est aujourd'hui, quelle est la force, quelles sont les faiblesses de cette équipe, on aura du mal avec le télétravail. Très, très, très important de croire en ces équipes, de connaître, de savoir qui est capable de faire telle chose, qui n'est pas capable de faire telle chose, quel serait l'accompagnement qui devrait être personnalisé, hein, bien sûr,
quel accompagnement devrait être réservé à tel ou tel collaborateur et peut-être pas à un autre. Il faut avoir conscience de se dire, OK, mes collaborateurs sont à la maison, mais par contre, je sais qu'ils vont travailler. S'ils travaillent, j'ai un moyen de le savoir. S'ils ne travaillent pas, j'ai également le moyen de le savoir. Et ça passe par le suivi. Pour cela, il faut avoir des bons outils de suivi. Ça peut passer par un CRM, par exemple. Donc, un CRM, c'est un logiciel de Customer Relationship Management, je pense que c'est bien ça. Donc, c'est un logiciel de suivi. Ça peut être également avec des points réguliers, comme on l'a dit tout à l'heure, mais c'est surtout aussi ça passe aussi par des objectifs. Des objectifs qui sont smart, Mme Diaté l'a dit au début, qui sont smart, donc qui sont réalisables, qui sont timés, d'accord, et qui sont surtout suivis. Si on se dit, on est commercial, on a une équipe de commercial aujourd'hui, c'est tout simple. Disons-nous, il y a un objectif financier chiffré qui est là. On devrait faire, par exemple, 1 million par jour. Pour ce faire, on doit faire 30 appels. On doit convertir de ces 30 appels-là, on doit au moins en convertir 10, etc. Donc, c'est de demander à l'équipe de pouvoir monitorer, répertorier en fait toutes ces activités-là. Et en fin de journée ou en fin de semaine, par rapport aux objectifs qui ont été fixés, on peut savoir qui est arrivé à atteindre son objectif, qui n'est pas arrivé à l'atteindre et pourquoi. Et ce pourquoi-là est important parce que c'est dans ce pourquoi-là qu'on arrivera à savoir exactement ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y a à rectifier? Des fois, c'est peut-être la stratégie. Des fois, c'est peut-être que le collaborateur n'avait pas les outils nécessaires, d'accord? Peut-être que aussi c'est le marché. Actuellement, c'est beaucoup le marché. C'est vraiment notre disons, un alibi de taille, c'est beaucoup le marché. Mais même si le marché est difficile, comment est-ce qu'on fait pour pallier à cela? Comment est-ce qu'on fait pour changer? Et de demander aussi l'avis de l'équipe, parce que c'est eux qui peuvent vous dire, d'accord, quelles sont les difficultés, ce sont les collaborateurs qui peuvent vous dire quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer outre ces difficultés-là? Donc, il y a tout ce suivi-là qui doit être fait au quotidien. Et un manager doit avoir le temps de faire ce suivi. Parce qu'à la base, un manager est censé manager son équipe, monitorer leur activité, développer leur productivité. Donc, un manager qui va se dire, ah, moi, je n'ai pas le temps de suivre les activités de mon équipe parce que j'ai moi-même mes propres activités, on est en train de faire fausse route. Ces activités-là devraient être déléguées à d'autres collaborateurs pour que le manager, sa principale mission, sa principale tâche au quotidien soit de penser, de suivre les activités de ses collaborateurs, de se demander qu'est-ce qu'on doit faire demain, d'accord, pour mettre tout le monde dans de bonnes conditions afin de pouvoir atteindre les objectifs qui sont fixés. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le troisième point, c'est la responsabilité. On a tendance beaucoup, et ça c'est le revers en fait du présentiel, on a beaucoup tendance à infantiliser les collaborateurs, d'accord? À se dire si je ne suis pas sur son dos, il ne va pas faire ce que je lui ai demandé. Si je ne l'ai pas sous les yeux, il pourra faire n'importe quoi. Mais tant qu'on continue à infantiliser les gens, tant qu'on continuera à infantiliser les collaborateurs, c'est normal que lorsqu'ils ne nous voient pas, il s'adonne à d'autres activités que ce qui a été demandé. Au contraire, ce qu'il faudrait, ce serait de conscientiser, de montrer en fait à chaque collaborateur quel est le sens donné à son travail. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que toi, en tant que collaborateur, ton poste est important? Quel est l'impact? Si ton travail est mal fait, quel est l'impact que ça peut avoir sur le travail des autres? Quel est l'impact que ça peut avoir sur ton collègue? Quel est l'impact que ça peut avoir sur le chiffre, sur le business? Et tant que le collaborateur n'est pas conscient de cela, il ne peut pas avoir une certaine conscience professionnelle. Parce qu'il va se dire, si je ne le fais pas, quelqu'un d'autre va le faire. Donc, il y a cette démarche de responsabilisation-là, d'autonomisation qui est là et sur lesquelles les managers doivent travailler en déléguant beaucoup plus, d'accord, en permettant aux collaborateurs de faire des erreurs, surtout en cette période, parce qu'on est tous en train d'apprendre. Il n'y a rien qui est figé, on n'était pas du tout préparé à cela. Donc, les collaborateurs ont le droit de se tromper, d'accord? Ils ont le droit de mal faire, ils ont le droit de ne pas être bien un jour, ils ont le droit de ne pas être, d'être mal lunés le jour d'après, mais qu'ils en assument les conséquences. Si, par exemple, aujourd'hui,
je n'ai pas pu faire toutes les heures que je devais faire parce que j'ai eu une panne d'Internet, une coupure de courant, j'ai dû aller faire des courses. Comment est-ce que je permets aux collaborateurs de rattraper ces heures-là? D'accord? Comment est-ce que je permets aux collaborateurs de compenser ce manque-là? D'accord? Tout en... Il ne s'agit pas de lui dire tu aurais dû, mais plutôt ok, tu n'as pas pu faire telle chose. Demain, qu'est-ce que tu comptes faire, d'accord, pour compenser? Et lui montrer que c'est sa responsabilité et que chacun dans l'équipe a sa responsabilité. Si chaque personne, encore une fois, est consciente de son impact, je pense qu'on aurait une organisation du travail beaucoup plus simple, beaucoup plus fiable de manière générale, mais surtout en ces temps de stress, en ces temps de crise, en ces temps de télétravail généralisé. Voilà. Merci beaucoup, Sokhna Ami. Je pense que nous sommes dans les temps. Les réponses sont claires, mais j'aurais aimé vraiment qu'on ait encore 1 heure de temps ou 2 heures de temps. Bon, c'est le temps qui fait défaut. Mais le rapport de ce que vous avez dit montre que nous sommes aujourd'hui dans un tournant important où la responsabilité de l'équipe, qui dépend de la responsabilité du manager et des membres de l'équipe, est centrale. Donc, où il y a des comportements, il y a des attitudes qu'il faut aussi éviter. Vous l'avez bien dit, ne pas infantiliser les collaborateurs. Dans ce cas, je disais toujours, quel type de leadership? Quand on revient dans l'école du leadership, mais je dirais, il y a un leadership directif où on est autoritaire, on donne des ordres. Il y a un leadership qui est participatif, où on est ouvert à la collaboration et on donne les gens de donner des positions par rapport à ce que nous faisons. Le délégatif, on laisse la personne dans l'autonomie, et carrément le collaboratif, où c'est ouvert, on est là, on prend les décisions ensemble. Il est important de se décider par rapport à ces quatre-là. Mais dans le cadre du lien social, je pense que le directif, parfois, peut arriver intéressant. Parfois, le directif qui fixe des objectifs et qui suit des objectifs SMART, c'est important en télétravail. Ça, c'est le directif. Mais le collaboratif est intéressant dans l'aspect communication, dans l'aspect mise en relation et accompagnement du collaborateur. Donc, ce ne sera pas un seul leadership peut-être, mais un leadership qui est hybride et qui est à cheval sur un ensemble de valeurs et de comportements, sur des soft skills qui sont de manière, n'est-ce pas, différente. Alors, nous avons le coach Papa Diallo qui est à la base de tout ce que vous savez, c'est lui qui vous a contacté avec Cheikh Tidiane pour mettre en branle ce que nous avons aujourd'hui. Il pose la question, comment est-ce qu'on peut construire une cohésion d'équipe à travers un management à distance? Une question intéressante. Comment pourrons-nous évaluer objectivement les équipes dans le télétravail? Et quels sont maintenant les outils mobilisables par la RH aussi? D'accord? Quels sont les outils mis en place dans l'évaluation de ce télétravail-là? Surtout actuellement dans la situation dans laquelle nous connaissons, une situation difficile, une situation pandémique avec le Covid-19 qui est en train de terroriser le monde. Nous tenons quand même toujours à remercier l'audience qui est là en train de nous suivre. Nous tenons à remercier Alia, Sanogo, Djamba Ndiaye. Nous avons vraiment des gens qui nous ont rejoints. M. El Achar nous a rejoint, un spécialiste de la RH connu au niveau africain, quelqu'un qui a fait beaucoup dans ce domaine. M. Ousmane Fassa de SUBDECO est avec nous. Maïmouna Diop est là. Man Kanté est avec nous. Nous avons donc M. Ba. Nous avons un certain nombre de spécialistes et de coachs qui sont là aujourd'hui. C'est le temps qui nous fait défaut. Nous sommes à 16 heures, à l'heure du wrap-up. Je vais vous laisser le micro pour que nous commencions par Mame Diaté et je donne à chacun d'entre vous 2 minutes et je prends 1 minute, ça fait 5 minutes et on fait le wrap-up. Donc, Mame Diaté, vous avez 2 minutes pour nous dire, par rapport à cette thématique que nous avons débattue aujourd'hui, quelles sont les préconisations que vous tirez de là, quels sont les apprentissages que vous tirez de là et qu'est-ce que nous pouvons mutualiser ensemble pour faire du gain, du viable, du responsable, du durable, de l'inclusif et aller à la vision dans des situations les meilleures. Mame Diaté. D'accord. Alors, effectivement, je pense que cette crise nous a forcés à faire preuve de résilience et surtout à nous mettre à jour par rapport aux typologies de management, par rapport à comment accompagner les équipes. Moi, j'ai bien aimé sur ce que Sokhna a dit tout à l'heure, c'est qu'il faut, aujourd'hui, il est temps et il est presque urgent
d'arrêter d'infantiliser nos équipes, de leur faire confiance. Ça, je reprends vraiment les termes de Sorna parce que c'est hyper important. Et surtout, de mettre en avant l'intelligence collective. L'intelligence collective qui est de changer de paradigme en disant « je suis le chef, je suis manager, je connais tout, je sais tout ». Aujourd'hui, cette situation nous amène forcément à voir les choses autrement. Je vais parler de mon activité puisque j'accompagne des personnes qui sont dans les ressources humaines et qui me disent « Au secours, Madame Doumbia, c'est quoi le télétravail ?» Je vous assure, et je le jure, il y a des directeurs, ou en tout cas des responsables des ressources humaines, qui ne savaient pas exactement qu'est-ce que c'était les ressources humaines. Nous sommes en 2020. Il est temps pour moi, je pense, de changer d'organisation, de typologie pour atteindre les performances. Pour moi, les pistes sur lesquelles nous devons accentuer les choses, c'est de dire le digital, c'est pas quelque chose qui est dramatique. Travailler à distance, c'est pas quelque chose qui doit faire peur. J'ai vu une question d'une personne qui a dit si mon collaborateur refuse l'adaptation. On refuse tous le changement. On le refuse tous. À un moment donné, il y a un blocage. Même moi, en tant que coach, il y a un moment, cette situation, j'ai refusé. J'ai dit non, ça va passer. Il y a le refus, il y a le déni, il y a l'état de choc. Mais après, il faut faire preuve de résilience pour pouvoir trouver d'autres moyens de travailler. Aujourd'hui, les entreprises qui ne seront pas dans le digital, ce sont des entreprises qui vont s'effondrer à la prochaine crise, qu'elle soit sanitaire, économique. Elles risquent de se retrouver dans des situations très compliquées. Donc, à nous de demander au RH de s'adapter, d'évoluer, de progresser, de faire confiance, d'écouter et d'accompagner les équipes pour l'atteinte des performances. Voilà. Merci beaucoup, Mme Diaté. Donc, tout juste dire que nous sommes en train de faire le wrap-up du côté de ce qui est livré, mais nous passerons aux questions-réponses avec votre audience qui est là. Une auguste audience qui se remplit, qui continue de se remplir. Il y a des gens qui arrivent jusqu'à présent et ça montre que c'est extrêmement important. Donc, nous avons 28 minutes de plus. Ce que nous voulons, c'est de faire le wrap-up du côté des panélistes et ouvrir maintenant les canaux vers notre audience pour avoir un débat ouvert avec l'audience et aller vers, n'est-ce pas, la fermeture de notre webinaire. Donc, je vais donner la parole à Sorna Ami par rapport à ce rapport-là. Allô, Monsieur Gay. Allô, Monsieur Gay. Permettez-moi juste de vous signaler que Madame Bahia nous a rejoint. Donc, merci de recueillir son opinion par rapport à ce thème. Merci beaucoup, cher Tidiane. Big up et gros applaudissements pour l'arrivée finalement de Madame Bahia Nar de la Tunisie, une spécialiste de renommée internationale aussi qu'on attendait et peut-être qui était dans d'autres engagements. Nous vous disons bienvenue. Donc, je vais donner d'abord la parole à Ami. Pour ça nous donnera la chance de revenir vers moi, avant d'aller aux questions, de revenir vers Madame Bahia Nar sur 2 ou 3 questions pour aller en challenge. Donc, Ami, je veux que vous me dites un peu par rapport à ce rapport. Monsieur Gaï, Ami, excuse-moi une minute. Il n'y a pas de souci. Les autres auditeurs, est-ce que vous pouvez éteindre votre caméra, s'il vous plaît, pour permettre la bande passante de bien circuler? Qu'on laisse uniquement l'intervenant sa caméra allumée. Merci. Modou Cham. C'est bon? Vous me dites que c'est bon, hein? Voilà. Je pense que donc c'est Sorna Ami qui revient vers le wrap-up avant qu'on aille vers Madame Bahia Nar qui nous a rejoint de la Tunisie et d'ouvrir, n'est-ce pas, les canaux vers l'audience pour échanger avec notre auguste audience aujourd'hui. Parfait. Alors,
je tire beaucoup de choses positives, ou en tout cas, je tire beaucoup de conclusions positives de cette période de Covid-19, hein, parce que c'est un virus qui est sorti de nulle part, qui est arrivé et qui nous a bousculé littéralement, hein, dans nos vies, dans nos manières de faire, et qui nous a surtout forcé à changer nos manières de penser. Je parle de l'expérience que j'ai dans le digital. Pendant longtemps, d'accord, on s'est toujours dit, on n'a pas besoin d'autant de personnes. On n'a pas besoin d'être tout le temps au boulot, d'être tout le temps en fait au bureau pour pouvoir travailler. On le disait, on le savait, mais on n'a jamais voulu le faire parce que tout simplement, on se disait, ah non, mais les équipes, si on ne garde pas un œil sur eux, ah non, mais si on commence à déjà donner cette habitude-là, qu'est-ce que ce sera, etc. Et on s'est rendu compte que c'était juste une peur, c'était des appréhensions qu'on avait, d'accord, et qu'on a des équipes suffisamment responsables pour pouvoir travailler, peu importe comment dirais-je, peu importe l'environnement où ces personnes-là sont. Donc ça, c'est une très bonne chose qu'on doit aujourd'hui au coronavirus. Et j'espère, en tout cas de tout cœur, que cette période, à la sortie de cette pandémie, nous allons revoir nos manières de travailler. J'en suis consciente et parfaitement persuadée, on n'a pas besoin de faire du 40 heures par semaine ou d'être 5 jours sur 7 au travail pour pouvoir performer. Au contraire, ce dont on s'est rendu compte par rapport au télétravail, c'est que c'est beaucoup plus intense. Je parle bien de ceux qui le font de manière sérieuse et minutieuse, hein, bien entendu. Le télétravail nous pousse à travailler plus, d'accord, à mieux se concentrer et surtout à se concentrer sur l'essentiel. Je pense que cette compétence-là, nous l'avons tous développée ces derniers temps parce qu'il faut arriver à taire cette envie-là d'aller préparer un petit plat en cuisine, de gérer les enfants, de se dire, bon, je vais mettre la télé 5 minutes, je vais répondre à cet appel, etc. C'est de l'autodiscipline. Et il faut vraiment une très grande autodiscipline pour y arriver. J'espère encore une fois que toutes les entreprises, s'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent aujourd'hui, que vous envisagerez, suite à la fin de cette pandémie, que vous envisagerez le télétravail volontaire, parce qu'à la base, je vais peut-être anticiper sur une question qu'on a posée, à la base, le télétravail est plutôt une organisation interne, d'accord? C'est comme les shifts, ceux qui travaillent par exemple en quart, c'est une organisation interne du travail qui est propre à une entreprise. Et ça se fait normalement en France sur la base du volontariat. Donc, j'espère que ceux qui voudront travailler de la maison, peut-être parce qu'ils n'ont pas de nounou tel jour, ils n'ont personne pour garder les enfants ou tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie de se rendre au bureau, j'espère que vous, chers chefs d'entreprise, vous serez ouverts à ce genre d'alternatives, d'accord, et que je suis persuadée que vous gagnerez en tout cas à les mettre en place dans votre entreprise. Mais pour cela, il faut d'abord avoir confiance en chacun de ses collaborateurs. Voilà, Monsieur Gaye, je pense avoir fait. Merci beaucoup, Sokhna Ami. Je pense qu'on a eu un échange à trois avec vous pendant un certain moment et c'est vraiment intéressant. Mais je vais maintenant aller faire ce qu'on appelle du jump in, à faire du touchdown, parce que nous avons Madame Bahianar de la Tunisie qui vient de nous rejoindre. Et au nom de Subdeco, la direction générale de Subdeco, et l'ensemble de l'équipe, nous la remercions vivement d'être là avec nous et l'accueillons chaleureusement. Nous voulons aussi lui donner la parole pour qu'elle se présente. Et nous avons aussi 3 questions pour qu'elle nous alimente en réflexion à partir de ce soir. Madame Bahianar, c'est pour la présentation, c'est pour vous la parole. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, bonjour tout le monde. Tout d'abord, je m'excuse pour le retard. Là, les aléas de direct, je me suis connectée 40 minutes à l'avance, mais mon PC a décidé de faire la mise à jour de Windows et par conséquent, je n'ai pas pu me connecter à Teams. Et ça prouve aussi les aléas du direct. Bref, je suis très ravie d'être ici, là, virtuellement, même si c'est virtuellement à partir de ma chambre et mon bureau à la maison. Mais je suis très ravie d'être avec vous et de pouvoir échanger sur ce sujet, sur le management des équipes, surtout pendant cette période très difficile. J'espère que tout le monde et toutes les personnes qui sont là, vous et vos familles, sont bien en bonne santé et vous êtes bien confinés, vous avez fini le confinement. Donc, moi, c'est Bahianar, consultante et experte en communication et marketing digital. Je travaille dans ce domaine depuis
12 ans depuis que j'ai eu mon diplôme en marketing. Et là, depuis les dernières années, j'essaye toujours d'éviter le digital literacy, de former, que ce soit à titre professionnel ou à titre bénévole, les étudiants, les associations, les institutions, tout type de clients, différents backgrounds ou différents besoins au digital et au métier du digital pour savoir comment bien utiliser le digital et aussi se mettre dans la tête que le digital, c'est des outils en fait. Il ne faut pas se précipiter sur les outils. Il faut les connaître, les adapter, les adopter et bien sûr bien savoir les utiliser dans différents contextes. Et là, on voit bien avant le Covid, mais surtout maintenant avec cette crise sanitaire, le Covid-19, que voilà, le digital, ça a été entre guillemets, mais pas entre guillemets même, ça a été le sauveur, que ce soit pour le travail, pour certains commerces, pour la santé, pour différents domaines, que sans le digital, la situation, je pense qu'elle aurait été pire partout dans le monde. Et donc, voilà. On continue les 3 questions. Vous voulez que je continue une introduction ou... Alors, je pense que non. Je pense que vous pouvez quand même nous aider un peu à comprendre un peu mieux le contexte de de la gestion ou le management des équipes hors crise, dans des situations normales, et versus la gestion de ces équipes RH en situation de crise, le cas du Covid-19. Nous voulons regarder les 2 situations. Quel type de management d'équipe dans la situation pareille? D'accord. Donc déjà, en temps normal, le management d'équipe, déjà, ça dépend de la structure, ça dépend du type de management, ça dépend des profils aussi des employés. Je me rappelle, peut-être je vais parler d'une expérience personnelle. Il y a 8 ans, quand je travaillais encore en agence de communication, j'étais entre guillemets un profil très gâté. C'est-à-dire, je venais quand je veux. Normalement, notre shift et nos horaires du bureau, c'est de l'agence plutôt, c'était de 9h à 18h avec une heure de pause. Moi, je venais à 10h, 10h30, parfois 11h. Et je prenais parfois 2 à 3 à 4 heures de pause et je revenais. Mais après aussi, je finissais pas à 16 heures. Parfois, je finissais à minuit. Donc, j'avais des erreurs. On n'avait pas il n'y avait pas d'entente, disons, préalable avec mon supérieur hiérarchique. Mais c'était une genre de relation qui s'est construite. Et un jour, j'ai eu une discussion avec elle. Je lui ai dit, mais pourquoi vous m'accordez ces faveurs horaires quand je débarque à 11 heures, vous m'accueillez avec un sourire, alors que X, mon collègue, il débarque avant moi, au lieu de débarquer à 9 heures, il vient, par exemple, à 9h10, 9h15 et vous lui faites la remarque. Elle m'a répondu simplement, en tant que manager, j'ai dû m'adapter parce que toi, Baya, je sais que même si tu es là au bureau pendant 2 heures, lorsqu'on va te livrer une compagnie, et j'ai fait mes preuves, lorsqu'on avait des situations critiques, on avait des gestions de gros bad buzz d'un client, on avait aussi une présentation pour un autre client international. Et j'étais sur les 2 projets, je travaillais avec mes collègues et voilà, je me suis adaptée. Et le lendemain, je suis arrivée en retard. Ça s'expliquait entre guillemets. Alors que d'autres profils où on leur demande de faire vous voyez, de faire un petit pas du point A au point B. Il vous faut ce point A au point B. Il vous dit que parfois, et ça nécessite l'étape, ça vous nécessite une journée de travail. Et basta, il n'y a pas d'effort supplémentaire. Donc, elle m'avait à l'époque, on me dit que c'est pas de l'inégalité, c'est pas de l'injustice, mais c'était par rapport à elle. Voilà, moi, le fait que je sois flexible, que je prenne 2 heures ou 3 heures de pause déj, qu'après je prenne la liberté d'aller prendre un café au bord de la mer et manger un bon gâteau et revenir très zen et très souriante. Lorsque j'attaquais après 1 heure de retard, j'étais fast and furious. Je démarrais, j'étais créative, je faisais mes présentations, alors que mon collègue qui est là juste, voilà, et quand tu lui poses des questions, il te dit non, moi je reste pas après 18 heures, je fais mes horaires du bureau et voilà, dans mon contrat, moi j'ai 40 heures de travail par mois, alors je l'ai fini et hasta la vista. Quand on lui envoie un email le soir, il ne fait pas, que ce soit crise ou autre. Donc c'est différents profils à gérer, aussi c'est différents postes. Est-ce que c'est un poste managérial? Est-ce que c'est un poste technique? C'est clair que pour certains postes, par exemple, pour certaines structures informatiques ou autres, qu'il y aura des shifts, comme je vais reprendre un peu ce que
a dit tout à l'heure à Madame Ami, c'est que voilà, il y a des shifts. C'est un système aussi à mettre en place. Il y a les shifts du soir, par exemple, que ce soit parfois, même c'est pour les réseaux sociaux. À l'époque, par exemple, nous avions un client, c'était des telcos, et il y a toujours des flux de questions et des demandes de partout sur les réseaux sociaux. Et par conséquent, si on est sur les réseaux sociaux, bah, l'internaute, il s'attend à avoir des réponses 24 heures sur 24. Donc, on avait ce shift, on avait des personnes qui étaient sur les réseaux sociaux à gérer la présence sur les réseaux sociaux de cette marque le matin, des personnes qui étaient le soir et des personnes qui étaient dédiées le week-end. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'il y avait un internaute qui posait une question à minuit, à 5 heures du mat, le week-end, les jours fériés et tout, il y avait quelqu'un pour répondre. Donc aussi, c'est une culture, ça dépend, je reprends, ça dépend des profils des employés, ça dépend du poste, ça dépend aussi du style de management. C'est plusieurs, en fait, facteurs qui entrent en considération, mais c'est surtout aussi, et le point que j'ai remarqué, surtout post-Covid, c'est une question de confiance. Votre employé, il est au bureau, OK, de 8 à 10 ou quel que soit le temps. Est-ce que vous allez avoir un employé, un deuxième employé qui est juste derrière son bureau pour surveiller qu'est-ce qu'il fait, ou vous allez espionner les PC de chacun? C'est clair qu'à un moment, et peut-être maintenant, beaucoup de managers, du moins les échos que j'ai eus, c'est qu'ils ont compris que, OK, on doit travailler, avec objectif, et deux, un peu responsabiliser et faire confiance à nos employés. J'essaie d'expliquer un peu plus ces deux points, c'est-à-dire, il faut arrêter, voilà, le fait que, et surtout maintenant avec le télétravail, disons, avant le Covid, on avait les rythmes qui étaient plus ou moins clairs, surtout pour les familles, les mamans ou les parents, tout simplement, pas que maman, mais les parents qui avaient un planning bien clair. Bah, il finit à 16 heures ou autre, il passe à la crèche récupérer son enfant, elle passe à le récupérer à l'école. Ils avaient ce planning entre vie familiale et vie pro. Là, avec le Covid, c'est la jungle, en fait. Et on a vu même, je me rappelle, en fait, j'ai oublié son nom, mais il y avait une vidéo qui est devenue très virale, je crois, 2 ou 3 ans en arrière. C'était un ministre en Angleterre, où en fait, il avait un vidéo call avec une télé anglaise, et on voyait sa petite fille qui entrait et qui faisait des petites danses et tout. Ben voilà, c'est comme ça. Si on a 2, 3 enfants, et avec cette période de Covid, avec des enfants qui sont coincés 24 heures sur 24 à la maison, qui ne vont pas à la crèche, qui n'ont pas d'activité. Tu vas leur mettre un dessin animé, comme ça va prendre 2 heures, le dessin animé. La sieste, OK, mais pour tuer, disons, les 16 heures où ils sont réveillés, et entre-temps travailler, c'est vraiment très difficile et très pénible. Et j'étais de tout cœur avec mes amis qui avaient des enfants, parce qu'à chaque fois que je les appelais, bah, on entend les enfants crier. Donc, le fait aussi d'autres personnes qui ont découvert que voilà, on n'est pas prêt pour le télétravail pour 2 choses. Un, le côté technique. Il y avait des amis ou des confrères qui me disent, voilà, leur équipe, tout simplement, ils ne sont pas équipés, que ce soit équipés en matériel, c'est-à-dire, par exemple, pas de smartphone qui permet de faire certaines fonctionnalités, ou même pas de PC portable, parce qu'ils avaient des PC de bureau. Ou aussi, l'autre côté, c'est l'accès à l'information, c'est-à-dire qu'il y avait des équipes qui fonctionnaient old school, très old school, c'est-à-dire dans une équipe, l'information, elle est centralisée chez les personnes. Moi, je suis designer, il n'y a pas de partage d'informations ou autre. Donc, si moi, je ne donne pas l'information, j'envoie pas par mail ou il transfère ou dans une clé USB, bah, l'information, tu ne peux pas l'avoir. Il n'y a pas un espace de partage en ligne, un cloud ou des choses de ce genre, même pas un Google Drive. Et donc, certaines structures, ou même, parfois, c'est des petites boîtes, parfois, c'est des grandes boîtes aussi. J'étais choquée parfois de voir des grandes boîtes. Ben voilà, il y avait les problèmes techniques parce qu'il y avait ce jugement à X, il n'a pas besoin de. On ne prévoyait pas que X n'était pas là ou X n'avait pas accès. Donc voilà, il n'y avait pas qui ne pouvait pas soit accéder au dossier extérieur, ou qui n'avaient tout simplement pas de PC équipés avec les logiciels, par exemple, qu'ils utilisent, etc., etc. Donc ça, d'un côté, et sans parler que l'employé, à part les facteurs familiaux et son environnement familial que je venais d'évoquer, mais le fait, est-ce qu'il a un espace calme et libre et calme, et même une petite chambre ou un coin dédié où il pourra fermer la porte et se poser et discuter et se concentrer, prendre des notes ou faire un rapport après et écouter ou pas. Bah, pour certaines personnes, ou par exemple avec famille et tout, c'était très difficile et c'était un challenge déjà pour les équipes et aussi pour les managers.
Donc, pour conséquent, on revient toujours au profil et tout. Et il y a eu au début de Covid, je pense que peut-être parmi les participants, soit s'ils sont managers, ils l'ont un peu fait, ou s'ils sont employés, ils l'ont un peu subi. Il y avait le fait que, surtout via Zoom et tout, ou d'autres, quel que soit le canal que les managers ils ont choisi pour communiquer avec leur équipe, mais il y avait toujours hey, hey, tu es là. Le manque de confiance que voilà, il est en ligne, mais il doit ouvrir la caméra pour que je vois est-ce qu'il est en ligne, il m'écoute vraiment, est-ce qu'il est en train de travailler ou est-ce qu'il est en train de faire la sieste. Et là aussi, voilà, ça crée des frustrations pour les deux, en fait, pour le manager, parce qu'il ne sait pas si le boulot il continue. Il a aussi le manager, on est tous humains. C'est peut-être la chose à se mettre en tête. Toujours, on est tous humains, donc le manager aussi, il a aussi ses problèmes ou même son environnement qui est chamboulé. De l'autre côté, on a vu que l'inquiétude après son business, il va continuer, le business, il va continuer, les impayés, la logistique, ainsi de suite. S'adapter aussi, par exemple, si je suis une société… Par exemple, là, on a vu beaucoup de sociétés qui font de l'agroalimentaire, qu'ils ont switché vite vers l'e-commerce. Donc, le fait de réfléchir aussi à un nouveau moyen. D'autres secteurs, par exemple, qui ont switché ou qui ont collaboré avec des startups dans des domaines, par exemple les universités qui ont switché vers le e-learning. Du coup, ils ont vu des startups qui travaillaient déjà sur le e-learning, etc. Donc, déjà, d'un côté, il fallait garder le business, garder le travail, du coup, s'adapter. OK, l'être humain, il s'adapte depuis la nuit des temps, mais on n'a pas les capacités d'un caméléon quand même. On ne s'adapte pas aussi vite qu'un caméléon. Un caméléon, il est on le met sur l'herbe, il est vert, il a peur, vite, il passe au noir. Nous, c'est pas notre cas vraiment. Donc, et surtout, je reviens aussi toujours, ça dépend des personnes. Par exemple, si votre employé n'est pas très, entre guillemets, geek et technologie, tu peux pas lui dire, voilà, tu switches de Zoom, et après de Zoom, tu te mets sur Slack la discussion pour autre, et on va utiliser Trello pour les suivis. Et au préalable, la personne n'a pas été formée ou n'a pas les connaissances de base. Aussi, je reviens, c'est un point très important, c'est pas les moyens qui manquent. Donc, en général, quand on dit digital, que ce soit la présence sur les réseaux sociaux ou même l'usage du digital et du numérique au sein d'une société ou une start-up, pour quelle que soit la structure, on a tendance à se précipiter vite sur les outils. Et alors, il y a des millions et des zillions d'outils gratuits, payants, sociaux, tout ce que vous voulez, mobile, iOS, tout ce que vous voulez, c'est pas les outils qui manquent, mais c'est juste déjà quel est l'outil adapté aussi. C'est un challenge à relever, quel est l'outil adapté. Je me rappelle aussi d'une petite expérience qui date maintenant de 10 ans. À l'époque, on était une agence et qui continue à grandir. C'était une agence digitale 100%, mais il y avait l'équipe de développement web et mobile, il y avait l'équipe d'achat publicitaire, il y avait l'équipe de design et il y avait l'équipe de social media et stratégie social media. À part aussi l'équipe de rédaction, et on était déjà les équipes, on était dans un immeuble et ces équipes, elles étaient divisées sur 3 appartements. Déjà, imaginez, même si c'était à un étage l'appartement, mais aussi c'est pas pratique que quand X ne répond pas par mail ou par téléphone, au lieu d'aller au bureau à côté, vous allez sortir et tout et aller dans les escaliers. Et surtout, c'était un ancien immeuble. Donc, le manager, à l'époque, il a eu l'idée d'utiliser un outil de gestion qui s'appelait Zoho. Il a acheté la licence, il a même recruté quelqu'un pour que cette personne soit dédiée Zoho. Donc, il faisait les suivis des projets, l'avancement. Est-ce qu'on a mis en ligne bien le projet avec le descriptif, avec les documents nécessaires? Est-ce qu'on a attribué les rôles dans ce projet? Est-ce qu'il y a toujours l'évolution? Par exemple, moi, je finis la tâche, je mets dans Zoho que c'est 100%. Je mets aussi mon évolution. Est-ce que c'est 80%? Est-ce que je vais finir avec les deadlines et tout? Et le résultat, on a refusé de l'adopter parce que lorsqu'on a essayé, et là, c'est mon côté employé, parce qu'il y a eu comme un choc, disons, vu notre méthode qui fonctionnait à notre niveau. Et on avait ces relations entre nous, entre collègues, qui fonctionnaient avec un texto, avec un autre. Et tu te retrouves toujours à rentrer pour mettre 100% ou 80% ou que la tâche n'a pas commencé. Et il y avait aussi ce côté, si je dis que la tâche n'a pas commencé, c'est pas à cause de moi, parce que mon collègue ne m'a pas envoyé le design, mais il m'a promis qu'il va le faire le soir. Donc, c'est comme si que j'allais balancer mon collègue. Et donc, il y avait créé ces tensions. Et la personne, à l'époque, la personne qui était en charge, que je vous ai dit, qui a
été recruté pour être cherché de suivi de Zoho, ben, on l'a tous détesté. C'était pour nous, entre guillemets, on l'aime tous, on est amis, mais c'était le diable quand cette personne venait au bureau, ah, il va nous harceler pour Zoho, et moi, j'ai pas que ça à faire. Et c'était ces arguments qu'on entendait, ah, moi, j'ai pas que ça à faire pour me mettre sur Zoho, et moi, j'ai mes tâches, etc., etc. Et par conséquent, le manager, il a fini par céder. Il a compris que jusque-là, on fonctionnait. Il n'y a pas eu de crise, ça fonctionne normalement. Donc, il nous a laissé faire sans pour autant nous imposer un outil que surtout on ne savait pas l'utiliser. Certains, ils ont fait l'effort. Et à un moment, voilà, c'était compliqué. Tu dois entrer, tu dois faire et tout. Et tu dois, le projet là est attribué et l'autre, il doit accepter la tâche. Donc, c'était limite, on pensait que ça nous prenait plus de temps à gérer l'outil de gestion de projet qu'à gérer le projet tel qu'il est. Donc, par conséquent, il faut toujours réfléchir, c'est quoi les outils, est-ce qu'on est équipé, est-ce qu'on est prêt, dans quel but aussi, c'est pour le partage d'informations ou tout simplement pour responsabiliser, pour espionner, pour se pointer le doigt si quelque chose foire, ben on sait qui est le responsable. Réellement, à quoi ils servent les outils et surtout, on a l'embarras de choix, comme je viens de le dire, c'est que voilà, il ne faut pas se précipiter sur les outils, il faut aussi faire peut-être une chose qu'on n'a pas eu le luxe de le faire avec le Covid, c'est un petit diagnostic en fait, quel que soit de la côté RH ou côté com ou quelles que soient les différentes structures de l'entreprise. On n'a pas eu le temps de faire ce petit audit pour voir qui est prêt, qui peut s'adapter vite, qui peut pas s'adapter vite. On était pris par tout le monde a été pris par ce tsunami et on s'est retrouvé face à la réalité, parfois même face au mur. Voilà, télétravail et on doit continuer à travailler, garder la machine en marche. Donc du coup, pour certains, c'était fluide et c'était rapide parce qu'ils avaient une longueur d'avance, où ils étaient préparés, où ils avaient l'habitude de travailler, par exemple, en shift ou de travailler à distance ou d'accorder le luxe, par exemple, pour certaines sociétés, et je dis bien accorder le luxe pour certaines sociétés, ils ont cette consigne-là que une fois par semaine ou une fois par mois, l'employé peut travailler à distance. C'est pas considéré comme un congé, c'est pas considéré comme une absence. Il travaille à distance. Il continue à envoyer ses mails, sa présence. Pas la peine d'avoir, si on a besoin de lui, bah, ça se passe virtuellement via Zoom ou Skype ou Microsoft Meet, Teams, mais il n'a pas l'obligation d'avoir une présence physique au bureau. Et déjà, ça a aidé à construire cette culture en fait de télétravail. Effectivement. Merci beaucoup, Madame Barkia. Donc, je reprends les mots de nos participants qui vous remercient, surtout notamment pour cette contribution très, très généreuse de votre part et ce partage d'expérience très riche. Et j'espère que l'audience saura en profiter. Donc, je vais juste reprendre la question d'un auditeur très rapidement et ensuite, on va essayer de wrap up. Donc, en cas de refus d'adaptation de la part du collaborateur, quels sont les recours dans le contexte du télétravail? Donc, c'est une question à laquelle Madame Barkia pourrait répondre ou bien Madame Sorna Milo, de même que Mme Diaté, Madame Doumbia. Alors, je vais peut-être prendre parce que j'ai vu la question à plusieurs reprises. J'ai vu la question à plusieurs reprises et je l'ai dit tout à l'heure. Le télétravail est une organisation du travail en interne. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque votre employeur vous dit on respecte les 40 heures légales, d'accord, mais au lieu de commencer à 8h30 et de finir à 17h30, on va par exemple commencer à 9h et finir à 18h. Est-ce que vous allez dire non, ça ne m'arrange pas? Ça se discute. Ce qui peut aider dans les grandes entreprises, ou en tout cas les entreprises de plus de 10 personnes, je pense, c'est qu'il y a des délégués du personnel. Et les délégués du personnel sont là normalement pour parler à la place des salariés ou pour parler au nom des salariés. Donc, ce genre de discussion, lorsqu'elles sont prises en dehors d'une période pandémique, parce que là, on a été obligé en fait d'aller en télétravail. Par contre, par la suite, ce sont des discussions que l'employeur doit avoir avec les délégués du personnel. Donc, ce serait de peser le pour et le contre. Qu'est-ce que ça change?
quelle économie est-ce que l'entreprise fait derrière par rapport à ce télétravail-là, d'accord? En quoi est-ce que ça arrange l'entreprise, en quoi est-ce que ça arrange le salarié et les deux parties, donc l'entreprise, bien entendu le RH hein, qui est là pour arbitrer, on va dire, l'employeur et les délégués du personnel vont arriver à un consensus. Mais de manière générale, les organisations du travail, à moins que ça soit contraire aux dispositions légales, sont, comment dirais-je, sont à respecter au même titre que les autres horaires de travail. Et la loi aujourd'hui ne prévoit rien, même en France où c'est réglementé, où le télétravail est régi, ou en tout cas apparaît dans le Code du travail. Ce Code du travail-là laisse l'organisation de manière opérationnelle à l'entreprise. Donc, c'est au cas par cas. C'est pour ça que, et ça m'étonnerait d'ailleurs que ça se fasse dans les prochaines années, c'est pour ça que le droit du travail sénégalais ne prévoit pas ce genre de choses. Ce n'est pas parce que ce n'est pas prévu que ça ne doit pas être fait. C'est quelque chose de très encadré, du moment où, enfin, très encadré, qui doit être encadré, du moment où on donne à la personne les outils nécessaires. Quand je parle d'outils nécessaires, Internet également en fait partie, d'accord? Donner à la personne les outils nécessaires et que ça reste dans les 40 heures légales ou dans les heures supplémentaires régies par le Code du travail et les différentes conventions. J'espère avoir répondu à la question. Juste pour compléter ce que Sorna a dit, il est essentiel de ne pas se focaliser sur le refus et de le comprendre. Parce que y a des personnes qui vont vous dire, voilà, le télétravail ne me va pas du tout, moi je veux revenir au présentiel, et il y aura l'inverse. Vous allez vous retrouver face à deux situations. Je pense que le plus important, et je l'ai mis dans les conversations, c'est de veiller à ce que le climat social ne soit pas dégradé. Il faut développer le dialogue social et créer le débat. Parce que comme Sorna l'a dit, peut-être que la personne ne vous a pas dit que où elle habite, il n'y a pas de connexion Internet, ou elle vit dans une maison familiale où il n'a pas la possibilité de s'isoler, et il est systématiquement dérangé, et ça crée chez lui un stress et il n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Je pense que la première chose à faire, c'est de vraiment poser le problème. S'il y a des délégués de personnel, en discuter avec eux. Sinon, le RH, le manager, s'assoit ou en tout cas discute autour de ce problème-là et propose des solutions adaptées. Voilà. Peut-être je vais rebondir vite fait aussi et compléter ce que mes deux confrères, consorts plutôt, viennent d'annoncer, que voilà, il faudra comprendre aussi les équipes. C'est clair que cette crise de Covid a été un vrai challenge pour la direction générale, et deux, la direction des ressources humaines et des RH, mais aussi il faut comprendre un peu les employés, s'adresser au cas par cas. C'est clair qu'il y a le cadre général, voilà, les horaires, la fonctionnalité, ok, on décide, on va utiliser Zoom, on va faire ça, mais il faut s'adapter au cas par cas, parfois, et aussi pas au cas par cas, mais aussi s'adapter à certaines conditions d'employés. Donc, si on trouve un employé qui vous dit, bah, je ne suis pas connecté, ou l'Internet, elle coupe, ou je ne suis pas équipé, il faut essayer de savoir comment s'adapter. Est-ce que déjà, c'est votre responsabilité de lui fournir un PC, par exemple, et par conséquent, vous devez lui acheter un PC, trouver un lien de lui faire livrer, ou par conséquent, vous le laissez, peut-être il pourra être utile par téléphone pour des calls stratégiques ou un peu pour des réflexions, puisqu'il n'a pas accès à Internet. Est-ce qu'il tout simplement il pourra vous écrire vous faire par écrit des trucs, ou trouver un moyen en fait, et aussi ne pas créer ces frustrations. Et comme vous venez de l'entendre, ça crée ce stress, et c'est des frustrations, et ça devient un stress et des frustrations des deux côtés, du management et de la RH, et du côté de l'employé, qui se sont inutiles. Il y a aussi peut-être un autre détail là que je viens de me rendre compte, et que aussi mes amis en fait en équipe qui me parlaient du fait que maintenant il y a beaucoup de motivation. J'ai un ami manager qui était surpris de voir ses employés plus motivés qu'avant. Donc, quand on a eu une discussion, et peut-être j'ouvre peut-être aussi là une petite parenthèse, peut-être une discussion, les deux
les deux, ils étaient très motivés et les gens qui quittaient à 18 heures et qui ne répondaient pas à l'email le soir, bah, ils étaient là à travailler. Ils étaient très motivés et même les projets, ils avançaient mieux que lorsqu'ils étaient au bureau. Et lorsqu'on essayait de un peu diagnostiquer et trouver les raisons, bah, c'était 3 raisons. La première, c'est qu'il y avait cette perte de perdre son emploi, surtout avec ce qui se passe. Et on voit que plusieurs personnes qui ont perdu brusquement leur emploi, et c'était justifié, c'était pas un renvoi abusif ou autre, c'était les circonstances. La société, elle est en train de couler ou elle est en chômage ou elle réalise pas les bénéficiaires, elle n'arrive pas à couvrir ses charges, c'est clair qu'elle va licencier quelques employés. Et parfois, par exemple, tout dépend de la structure de l'entreprise encore, mais on a vu où il y a eu des cas où on a licencié parfois les personnes à gros salaire. Donc, c'est pas aussi hiérarchique pour dire que non, c'est en bas de l'échelle ou les petits employés qui vont être licenciés, alors que les grands managers, ils vont pas être licenciés. Ça dépend toujours de la structure de la société, de fonction de chacun, de l'adaptation à la crise, de la vision, entre guillemets, de l'avenir fait pour la société. Donc ça, c'était un premier facteur qu'on a un peu diagnostiqué, qu'il y avait ces employés qui étaient pas si motivés. C'est pas plus de la motivation que de la peur. Ou plutôt la motivation, elle était menée par la peur. Donc, ils avaient peur de perdre leur emploi. Donc, ils faisaient de leur mieux pour montrer qu'on assure, on est là, on est capable, allez, donne-nous le travail. Et parfois, ça peut fausser pour le manager, c'est émané cette motivation et ce travail, il émane de la peur. Et donc, ça peut fausser un peu l'idée du manager ou des ressources humaines parce qu'en temps normal, cette personne ne va pas se donner à 100% ou à 200% comme pendant la crise parce qu'il aura cette stabilité ou un peu cette sécurité du travail. Et aussi, peut-être aussi, si on pense que X est pas finalement avec la crise, et tu vois, peut-être, j'ai entendu certains managers qui te disent, mais pendant la crise, j'étais surpris de voir X ou Y, mais en fait, je croyais que c'était juste, on leur demandait des simples tâches, mais ils se sont surpassés et tout. Mais peut-être ça a émané de cette peur-là, et réellement, c'est pas leur niveau, en fait. Et du coup, ils risquent ces personnes, ils risquent le burn-out ou ils risquent une dépression ou autre. Donc, parce que la personne se met la pression et elle fait des choses que normalement, elle n'arrive pas à le faire ou elle le fait, par exemple, en 3 jours. Ils sont en train de faire un travail en une seule journée parce qu'ils ont limité les heures de sommeil, ils se fument beaucoup, ils consomment beaucoup de cigarettes, ils font plus le sport et autres. Donc, c'est plusieurs facteurs et par conséquent, là, après, quand les choses vont revenir à la normale, le manager va s'atteindre à un certain niveau de cet employé. Or, cet employé, s'il veut atteindre ce niveau, bah, ça va être en dépit de sa santé ou de sa situation. Donc, ça émane de la peur. 2, aussi, le fait que les gens s'ennuient, surtout qu'il n'y avait rien à faire. On est à la maison, qu'est-ce qu'on va faire? OK, là, je parle du cas des gens qui n'ont pas d'enfants ou qui ont le luxe d'avoir une nounou ou qui ont le luxe qu'il y a un seul parent qui travaille, donc l'autre, il s'occupe des enfants à 100%. Et je signale en caractère gras le terme luxe parce que tout le monde n'a pas ces moyens et qui a le luxe aussi d'avoir une chambre bien équipée, un bureau où il le ferme avec la jolie bibliothèque, avec la jolie table et même la déco et des plantes pour rendre le travail agréable. Donc là, la personne, en fait, elle a tout ce luxe et par conséquent, elle s'ennuie parce que cette personne était dédiée à travailler, elle est habituée à travailler, elle n'a pas l'habitude de s'occuper trop des enfants, de leur pause déjeuner, de changer les couches, etc. Ses habitudes, c'était de voir les enfants faire la bise avant d'aller se coucher. Et donc là, il s'ennuie, par conséquent, il s'ennuie le soir. Qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va travailler. C'est tout simplement, c'est pas qu'il est motivé, c'est par ennui, j'ai pas mieux à faire que de travailler. Et autre chose aussi, peut-être que c'est un facteur et on revient toujours à l'humain. Au sein d'une structure, c'est clair, il y a toujours des tensions, il y a toujours ce qu'on appelle des gossips, parfois des clans qui se créent. Et là, c'est un autre problème pour les RH, aussi pour le fonctionnement dans l'entreprise. Aussi, lorsqu'on est au bureau, bah, on a les pauses cigarettes, on a les pauses déjeuner. Au sein des pauses cigarettes, moi, je pars à la pause cigarette, je trouve Annie, alors je fais une deuxième cigarette avec elle et on discute et on papote. Il y a aussi les gossips. Par exemple, mon supérieur hiérarchique m'a envoyé un email avec un langage que j'ai apprécié. Bah, je vais parler à mes collègues et pendant la pause déj et ça va me prendre toute la journée. Là, en télétravail, il n'y a pas ces espaces, entre guillemets, d'échange, de gossip, que ce soit d'échange positif ou négatif.
Même si je vais discuter avec mes collègues, ça va être via Zoom, mais même si on va parler de trucs privés ou même de gossip positifs ou négatifs, ça va se faire vite fait via un coup de téléphone ou j'envoie à mon collègue la capture d'écran de mon supérieur qui m'a pas plu et c'est réglé en 10, 15, 1 heure maximum, alors qu'en temps normal et en présence physique, ça peut prendre parfois des jours et par conséquent, on oublie le travail. Or, en télétravail, comme je vous ai dit, on n'a pas ce luxe de temps pour s'amuser, et surtout quand on n'a pas la tête aussi ailleurs, on n'est pas à l'aise, tout le monde il y a la frustration, il y a cette peur, il y a cette incertitude qui nous encercle et qui encercle tout le monde et on voit que c'est partout dans le monde, donc c'est pas un cas isolé et par conséquent, même on se dit, ok, c'est pas la fin du monde. Si mon supérieur hiérarchique, il m'a fait une remarque déplacée, c'est le stress, c'est le Covid, ok, on passe, on continue le boulot et la retourne et voilà. Donc c'est peut-être aussi ces 3 facteurs à mettre en tête et que voilà, ça prouve que le télétravail, ça a fonctionné, mais aussi après la crise, j'espère bien qu'il y aura cette évaluation, pourquoi ça a fonctionné. Parce qu'on a tendance de dire, waouh, ça a fonctionné et on n'essaye pas de creuser pour voir les causes. Parfois, ça fonctionne par hasard. C'est les circonstances. C'est des circonstances parce que X ou Y. Et donc, c'est bien de voir pourquoi ça a marché ou pourquoi ça n'a pas marché. Je cède la parole. J'espère que je n'en parle pas trop et je ne m'accapare pas trop de la parole. Et là, ok, je me tais, je laisse la parole aux autres panélistes et surtout aux autres questions. Et je vois plein de questions qui émanent dans les discussions. Allô, cher Tidiane. Allô. Oui, Mamadou. Cher Tidiane, oui, vous pouvez continuer. On va faire le wrap-up. Il est 16h42. Cher Tidiane a muté son micro. Je ne sais pas s'il nous entend. Bon, Mamadou, je te laisse le soin de continuer puisque Cheikh Tidiane ne réagit pas. Donc, je dis que Cheikh n'est pas avec nous pour le moment, il va nous rejoindre. Mais nous avons fait le tour de la question et nous tenons franchement, très sincèrement, à féliciter l'ensemble des panélistes. Bahia Nar qui nous a rejoint, Sokhna Ami qui était avec nous au départ, Mam Diaté avec nous dès la première minute. Merci beaucoup à vous tous pour vraiment ce niveau de réflexion, ce niveau d'argumentaire et ce niveau de mutualisation. Merci pour les partages. Ça a été des partages de leaders, des partages de coachs, des partages de spécialistes de la RH. Nous parlons de technologie, nous parlons de plateforme, nous parlons de cloud, nous parlons de tout, mais au centre de tout, c'est qui? L'homme, l'humain. C'est l'humain qui gouverne les plateformes, c'est l'humain qui gère les entreprises, c'est l'humain qui gère les organisations. Merci beaucoup que nous avons pu vraiment amener l'être humain à naturaliser la nature, chercher à naturaliser, mais l'humain aussi qui est dans une situation d'être naturalisé par la nature. Il y a ce duel qui est là entre la nature et l'homme, et c'est là que l'économie va souffrir ou bien va gagner. Et c'est à ce moment-là qu'il faut de nouvelles adaptations, qu'il faut de nouvelles façons de voir, qu'il faut de nouvelles façons de faire, des chartes, des codes de conduite. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais donner la parole à M. Papa Diallo pour le mot de la fin et les remerciements. Monsieur Papa Diallo. Merci Mamadou. Je commence mes remerciements par vous-même d'avoir bien accepté de modérer et d'élever le niveau de réflexion sur cette thématique, mais également les auditeurs, grâce à eux, nous avons pu mettre un webinaire de haute facture avec leurs questions qui ne cessaient de défiler sur le chat et finir par une mention spéciale à nos 3 panélistes qui ont accepté de vouloir partager 90 minutes de leur temps avec nous. En l'occurrence, Madame Sek Sokhna Amilo, qui est
la directrice RH de expatdakar.com, mais également Madame Mam Yahté Loum, qui est la directrice du cabinet de recrutement Sen Talent, et Madame Bahianar, depuis la Tunisie, qui a accepté de venir faire un partage d'expérience de ce qui se passe au niveau de Tunisie, comme partout où elle intervient à travers le monde. Vraiment, mention spéciale à mon nom, le groupe Subdeco Dakar vous remercie de vive voix. Et nous espérons organiser d'autres panels avec vous parce que je me suis rendu compte que 90 minutes même ne nous a pas suffi. Il ne cesse pas de défiler d'autres questions sur ces thématiques d'actualité. Donc, nous envisagerons d'organiser d'autres webinaires avec vous pour mieux partager nos expériences avec ces gens qui sont branchés et intéressés par ces différentes thématiques. Mais également, nous remercions Cheikh Tidiane qui n'a ménagé aucun effort pour la tenue de ces webinaires. Merci beaucoup à vous, merci chers auditeurs et merci monsieur le modérateur. Mamadou, la parole est à vous. Je disais simplement au revoir à tout le monde, big up à tout le monde et ne pas quand même s'arrêter là. Nous avons les contacts, nous avons tout ce que vous avez dans le chat et je pense que nous avons enregistré la séance. C'est un début de collaboration. Pour moi, ce n'était pas fini. C'est un début de collaboration sur le thème parce que l'Afrique a besoin de se positionner, d'être proactif, d'anticiper sur d'autres situations qui peuvent survenir à tout moment. Gérer la RH, c'est anticiper. Gérer la RH, c'est être proactif, c'est ne pas être dans l'introspection de ce que nous avons, mais dans la prospection, dans la prospective de ce qui peut arriver. L'Afrique de demain, le monde de demain a besoin de télétravail, a besoin de nous, a besoin de vous, a besoin de tous les participants ici. Donc il faudrait qu'on soit ensemble dans cette équipe-là. Nous sommes dans un petit laboratoire maintenant. Il faudrait qu'on creuse pour trouver des solutions pour alimenter les entreprises. Je vous remercie vivement. Merci. Merci et au revoir. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir, Mme Diaté.